Je n'aurais jamais cru qu'un son puisse avoir une apparence. Oui, oui, exactement, une apparence. Quand on passe trop de temps au milieu des antennes, des spectrographes et du café froid, le cerveau commence à dessiner les ondes comme des formes vivantes, comme si le son lui-même voulait communiquer quelque chose. Cette nuit-là, quand nous avons capté l'impulsion de Mars pour la première fois, j'étais certain que je perdais la tête. Sur l'écran scintillait une structure étrange, comme un battement de cœur, mais trop régulier, comme si quelqu'un codait minutieusement une respiration. Nous l'avons enregistré, nous en avons ri, l'avons surnommé l'éternuement martien et sommes allés nous coucher. Mais le matin, le signal s'est répété. Et il n'y avait pas juste une structure, il y avait une intonation. Comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de nous appeler. Je ne suis pas un romantique, mais même moi j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Non pas parce que j'ai cru aux extraterrestres, mais parce que, pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai eu l'impression que nous n'étions pas seuls dans cet univers et que, peut-être, nous avions déjà été remarqués. Au début, tout était amusant. La presse a fait du bruit, les mèmes avec le morse martien se sont répandus sur le net et la hiérarchie nous a forcés au silence en attendant, soi-disant, une confirmation. Nous avons tout vérifié. Interférences radio, fluctuations atmosphériques, même les données microséismiques. Rien de semblable. L'impulsion arrivait toutes les 37 heures, exactement à la même heure, et son énergie était trop pure, exempte de bruit naturel. Mon collègue Rachid plaisantait en disant que quelqu'un sur Mars avait juste oublié d'éteindre le Wi-Fi, mais quand le signal a commencé à changer, les blagues ont cessé. Les ondes ont commencé à s'assembler en séquences ressemblant à du code binaire. Et puis, au bout d'une semaine, nous avons vu une brève éruption à partir de laquelle nous avons calculé des coordonnées profondément sous la surface de Mars à presque 4 km de profondeur. Et c'est là que tout ce qui était drôle est devenu alarmant. On nous a réunis dans un département fermé, et pour la première fois, j'ai senti que je participais non pas à une recherche, mais à quelque chose de contrôlé. Il nous a été interdit de parler des coordonnées, et les données ont été immédiatement transmises aux militaires. Une sonde était déjà en orbite autour de Mars, et 3 jours plus tard, nous avons reçu des clichés, une dépression circulaire, uniforme, presque parfaite, comme si quelqu'un avait percé la planète de l'intérieur. Je regardais cette photo et ressentais une étrange familiarité, comme si je voyais quelque chose de connu. J'avais lu un jour que l'être humain reconnaît intuitivement les formes artificielles, même s'il ne les a jamais vues. Eh bien, cet endroit était artificiel. Je ne savais pas ce qui était le plus effrayant, le fait que quelqu'un ait construit quelque chose sous Mars, ou la pensée que cela ait soudainement décidé de nous parler. 1 mois plus tard, j'ai été inclus dans l'équipe d'analyse à distance. Nous recevions des données de la station de forage qui avait été descendue dans la dépression. Je passais mes nuits à écouter les échos, et plus le forêt s'enfonçait, plus le fond sonore devenait fort. On aurait dit que quelque chose respirait sous la surface. Lorsque l'appareil a atteint la profondeur de 3 km, le signal s'est soudainement interrompu. Tous les moniteurs ont clignoté en vert, puis se sont éteints. Une seconde plus tard, une image est apparue, un court instantané ressemblant à un reflet de métal dans l'obscurité. Le lendemain, la communication avec le forêt a été définitivement perdue. Les militaires ont déclaré qu'il y avait eu une surchauffe du système. Mais j'avais vu les journaux de bord. La température était tombée en dessous de 0, comme si quelque chose avait aspiré l'énergie. Je n'aurais pas dû m'immiscer, mais j'ai copié les dernières données. Là, au milieu du flux de chiffres, il y avait une phrase, un code répété qui, une fois décodé, donnait le mot « éveil ». À partir de ce jour, j'ai cessé de dormir. Dès que je fermais les yeux, j'entendais un faible bourdonnement, semblable à une respiration lointaine. Les instruments indiquaient que le signal n'était plus là, mais je le sentais en moi, quelque part au niveau de ma poitrine. Une semaine plus tard, j'ai commencé à avoir de brèves pertes de conscience. Les médecins ont dit que c'était le stress. Mais je savais que ce n'était pas le stress. C'était une réponse. J'ai commencé à remarquer que la technologie autour de moi se comportait étrangement. Les horloges s'arrêtaient, l'écran de mon téléphone s'allumait tout seul, et la radio de ma voiture captait la même fréquence que celle de la station à l'époque.
J'ai essayé d'en parler à mes collègues, mais ils se contentaient d'échanger des regards. Personne ne voulait admettre que le contact avec Mars aurait pu devenir personnel. Or, je sentais que ce code ne cherchait pas des appareils, mais des esprits. C'était peut-être leur manière de communiquer, pas des mots, pas des signaux, mais une résonance entre les consciences. Une nuit, je me suis réveillé parce que le moniteur s'était de nouveau allumé. Il n'y avait pas de chiffres à l'écran, juste une image de Mars et une faible lueur sous sa surface. J'ai compris que l'impulsion était revenue, mais qu'elle ne venait plus d'un point unique, mais de plusieurs à la fois. Comme si quelque chose bougeait sous la planète. J'étais assis, les yeux rivés sur l'écran, incapable de m'en détacher, et j'ai soudain réalisé que les battements de mon propre cœur coïncidaient avec le rythme du signal. Je n'ai pas eu peur. Au contraire, j'ai ressenti un calme étrange, comme si quelqu'un m'avait enfin trouvé. Et à cet instant, tous les instruments autour de moi se sont éteints. Seul un faible écho résonnait encore dans ma tête. J'ai compris que ils n'essayaient pas seulement d'établir le contact, ils étaient en train de nous éveiller. Peut-être pas tous, mais ceux qui étaient prêts à entendre. Depuis, je vis avec ce son. Parfois il s'apaise, parfois il devient plus fort, surtout quand je regarde le ciel nocturne. Les gens disent que nous cherchons la vie au-delà de la Terre, mais peut-être que c'est la vie qui nous cherchait depuis tout ce temps. Je ne sais pas qui ils sont, des créateurs, des observateurs, ou simplement les vestiges de quelque chose d'ancien, caché dans les profondeurs martiennes. Mais je sais que le signal n'était pas une erreur. C'était un salut, ou un avertissement, ou peut-être une invitation à rentrer chez soi. Ce son, ce n'est pas juste du bruit, il est devenu une partie de moi, me reliant à l'inconnu. J'essaie de le déchiffrer, mais je comprends à chaque fois que c'est plus que de l'information. C'est une émotion. Il me parle sans mots, directement à la partie de ma conscience qui a toujours su l'existence de quelque chose de plus grand. En regardant l'abîme, je ne me sens pas seul, mais comme quelqu'un qui a trouvé sa trace dans l'univers. Nous nous sommes tellement tendus vers les étoiles, sans réaliser qu'elles se tendaient déjà vers nous. Le contact est établi et je ne peux plus ignorer cet appel. Je dois répondre. C'est mon destin. Je n'aurais jamais pensé me retrouver à bord d'un vaisseau en route pour Mars. Tout a commencé de manière presque banale. Une réunion, du café, de la fatigue et une phrase lancée entre deux rapports que le gouvernement préparait une expédition pour vérifier la source du signal. J'avais ricané à l'époque. Qui croirait que sous la surface d'une autre planète, quelqu'un nous fait signe avec une lampe de poche? Mais une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre estampillée secret et une courte ligne. Vous êtes approuvé pour faire partie de l'équipage scientifique. Je l'ai relu 10 fois, car je ne croyais ni mes yeux ni ma chance. Je ne suis pas un héros de l'espace, je ne suis qu'un astrophysicien habitué au grincement des vieux serveurs et à l'odeur de la poussière dans un laboratoire. Mais visiblement, il leur fallait non pas un héros, mais quelqu'un qui savait écouter le silence. Notre équipage était un étrange mélange. Une généticienne, trop calme pour quelqu'un qui étudiait la vie, un spécialiste en intelligence artificielle qui parlait aux ordinateurs plus gentiment qu'aux humains, et moi, l'homme qui entendait les voix des étoiles à travers le bruit radio. Nous comprenions tous. Ce n'était pas de la recherche, c'était une vérification pour voir si quelqu'un n'avait pas touché les nerfs de l'univers. Le voyage fut long et trop silencieux. L'espace est toujours d'un calme trompeur, mais à l'intérieur du vaisseau, ce silence se transformait en bourdonnement. Nous nous efforcions de conserver une routine, mesures, rapports, exercices. Parfois, il me semblait que Mars elle-même nous observait déjà. Un tremblement à peine perceptible des instruments, des fluctuations dans le champ, comme si quelqu'un, là-bas, savait déjà que nous approchions. Nous n'en parlions pas à voix haute, mais chacun de nous ressentait une étrange pression, comme si le signal que nous étions censés chercher nous entendait déjà. Au 3e mois du voyage, de petites choses ont commencé à se produire. Les ordinateurs réagissaient avec un décalage, les sas s'ouvraient d'eux-mêmes, et la nuit, je jurais entendre des haut-parleurs un faible écho ressemblant à une respiration. Le spécialiste en IA a dit que c'était juste du bruit de fond. Mais j'ai vu sa main trembler quand il a désactivé le système.
Même nos rêves sont devenus identiques, une plaine martienne infinie et une faible lueur sous la surface, comme si quelqu'un nous éclairait les yeux depuis le dessous. Lorsque nous sommes finalement entrés en orbite, je n'ai pas ressenti d'enthousiasme, juste une étrange sensation de déjà-vu. La planète rouge planait devant nous, non pas comme la boule sans vie qu'on voit sur les clichés, mais comme quelque chose de vivant, palpitant sous la couche de poussière. Nous avons pris contact avec le centre, avons rapporté que nous étions prêts à l'atterrissage, mais la communication a été coupée juste après la confirmation des coordonnées. Et ce fut comme un déclic dans ma tête, comme si une frontière invisible nous coupait de la Terre. Nous parlions toujours, nous faisions des mesures, nous suivions les instructions, mais je sentais que nous étions déjà écoutés. Pas par le centre de contrôle, ni par les antennes terrestres, par quelqu'un d'autre. Lorsque le module d'atterrissage a commencé à descendre, les instruments ont enregistré une vague d'énergie juste sous la zone d'atterrissage, le signal lui-même. Il semblait nous attendre. Et à ce moment-là, j'ai compris que nous ne volions pas simplement pour étudier une source. Nous volions vers l'endroit où la source nous attendait personnellement. Honnêtement, lorsque le forêt a heurté le vide pour la première fois, j'ai cru que c'était une erreur. Les capteurs s'affolaient souvent à cause des changements de pression et j'avais l'habitude de ne pas me réjouir prématurément. Mais ensuite, l'écolocalisation a montré un vide net, régulier, comme si quelqu'un avait découpé un morceau de Mars avec un compas. Nous avons échangé des regards, même si nous essayions de faire comme si tout se déroulait comme prévu. À l'intérieur, tout s'est crispé à l'idée que ce n'était pas juste une fissure. Nous avons descendu le forêt et dans nos écouteurs, un faible grondement s'est fait entendre, comme si quelqu'un inspirait lentement de l'air sous la surface. J'ai plaisanté en disant que la planète ronflait, mais personne n'a ri. Quelques minutes plus tard, les capteurs ont indiqué l'accès à un espace vide. Pression, stable, température, -27, radiation presque nulle. Et c'est là que j'ai pensé pour la première fois que nous avions trouvé quelque chose fait par les mains ou les griffes de créatures qui vivaient ici bien avant nous. Lorsque la caméra est descendue dans le tunnel, l'image fut d'abord floue, comme si l'objectif ne parvenait pas à faire la mise au point. Puis la lumière a percé la poussière et nous avons vu les murs. Pas du roc, pas de la terre, du métal, lisse et sombre, réfléchissant par endroits. Au début, j'ai cru que c'était un alliage rare, mais les instruments n'ont reconnu aucun élément connu. La surface semblait avoir sa propre vie. Elle pulsait faiblement, comme de la peau sous une goutte de lumière. Nous avons descendu la caméra plus profondément et le tunnel s'est élargi. Il plongeait sur près d'1 kilomètre, puis s'ouvrait soudain sur une cavité gigantesque. Au centre, des colonnes montaient, ressemblant à des terminaisons nerveuses. Je n'exagère pas, elles bougeaient comme si elles réagissaient à la lumière de la sonde. Je me suis surpris à cligner des yeux au rythme de ce mouvement, comme si mon corps s'accordait de lui-même. Le généticien a dit que cela pouvait être une structure bio-organique, mais sa voix sonnait trop forcée pour y croire. Nous étions silencieux, car personne ne voulait être le premier à nommer l'évidence. Ce n'était pas une grotte, c'était une ville. Lorsque le forêt a atteint le niveau inférieur, la poussière s'est déposée et nous avons vu que les murs étaient criblés de symboles. Ils brillaient doucement, régulièrement, comme s'ils respiraient. Je n'avais jamais rien vu de tel. Ni des runes, ni une langue, ni un code, juste des lignes se croisant d'une manière que le cerveau refusait d'assimiler. J'ai ressenti une légère pression dans les tempes, comme celle d'une musique trop forte. Les instruments ont détecté un faible champ magnétique qui n'avait pas de source. J'ai alors compris que la ville n'était pas simplement là, elle était active. Pas dans le sens habituel, mais ses structures étaient clairement en état de fonctionnement. Comme si de l'énergie circulait sous la surface. Nous avons tenté de prélever des échantillons, mais les manipulateurs glissaient simplement. Le métal repoussait tout, y compris le laser. La seule chose que nous avons réussi à capter, ce sont les fluctuations de fréquence des murs, et elles coïncidaient étrangement avec le signal initial que nous avions capté depuis la Terre. C'était comme entendre l'écho de sa propre voix, réfléchie sur des millions de kilomètres. J'étais assis devant l'écran et je ne pouvais pas m'en détacher. La caméra se déplaçait lentement le long des murs, et la lumière glissait sur la surface, se reflétant comme sur de l'eau.
Par endroits, le métal semblait fondre puis se solidifier à nouveau, créant des motifs ressemblant à des visages. Ou peut-être que je voulais les y voir. Parfois, il me semblait qu'ils bougeaient, pas brusquement, mais à peine perceptiblement, comme la respiration d'un dormeur. Soudain, j'ai réalisé que mon cœur battait au rythme de ces faibles éclairs. J'ai coupé le son, mais la sensation n'a pas disparu. Le même rythme persistait dans ma poitrine, et il ne s'arrêtait pas, même après que nous ayons interrompu l'observation. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je sentais que le tunnel n'était pas juste trouvé. Il s'était réveillé. Et plus nous regardions, plus Mars semblait nous regarder en retour avec insistance. Pas la planète, pas le sol, pas les roches. Quelque chose d'autre, vivant et ancien, nous regardait à travers les couches de poussière, comme s'il se souvenait de qui nous étions et pourquoi nous étions venus. Et j'ai soudain compris, nous n'étions pas les premiers à le déranger. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai touché cette chose. C'était probablement de la pure curiosité, ou ce sentiment où le cerveau murmure que vous ne devriez pas, mais vos mains agissent déjà. Elle se tenait au centre de la salle, comme si elle nous attendait. Une structure cristalline, semblable à des éclats de glace soudés, mais à l'intérieur circulait une faible lueur bleuâtre, comme une respiration. Elle n'éclairait pas, elle respirait, et je le sentais sur ma peau. Nous pensions que c'était simplement une source d'alimentation ou un stockage de données, comme une boîte noire. L'air autour d'elle était plus dense, comme avant un orage, et j'entendais presque un crépitement, bien que les instruments indiquèrent le silence. J'ai approché ma main, et la structure a semblé répondre. Une spirale a éclaté à l'intérieur, et quelque chose ressemblant à un écho a résonné dans ma tête, mais pas un écho sonore, un écho intérieur, comme si quelqu'un chuchotait non pas à mon oreille, mais directement sous mon crâne. J'ai reculé, mais il était trop tard. À partir de ce moment, je ne pouvais plus séparer mes pensées des pensées d'autrui. Au début, cela ressemblait à des rêves éveillés. J'étais debout au milieu d'un ciel qui n'existe pas, transparent, doré, et des ombres de créatures, allongées comme des fils vivants, y flottaient. Je ne voyais pas leur visage, mais je sentais qu'elles regardaient. Non pas méchamment, ni avec intérêt, juste comme des parents qui observent leur enfant faire ses premiers pas. J'ai vu une planète, mais pas la Terre, et j'ai compris que c'était Mars, mais vivante. Elle respirait, des mers coulaient, des structures réfléchissantes volèrent dans le ciel. Puis l'image a disparu, et j'ai vu le vide, le sable et le silence. Comme si quelqu'un avait fait défiler des millions d'années en une seconde. Après cela, je me suis réveillé sur le sol et les instruments étaient devenus fous. Le niveau de radiation sautait, la température chutait et tout autour vibrait, comme si la ville s'animait. Mes collègues s'agitaient, mais je n'entendais que le bourdonnement. Il était à l'intérieur. Je savais que ce n'était pas un son, c'était un langage. Et c'est là que j'ai compris pour la première fois que nous n'avions pas été simplement trouvés, nous avions été reconnus. Nous avons essayé d'isoler l'appareil, mais il était insaisissable. Les barrières électromagnétiques ne fonctionnaient pas. L'énergie s'échappait dans le néant. À un moment donné, nous avons remarqué que chacun d'entre nous voyait quelque chose de différent en regardant le cristal. L'un disait voir une forme ressemblant à un cœur. Un autre affirmait que c'était un neurone, grossi 1000 fois. Moi, j'y voyais la structure d'un atome, mais vivante, palpitante, comme la conscience de la matière. Un mot est apparu dans ma tête. Myride. Je ne sais pas d'où il venait. Il est juste apparu, comme un souvenir qui devient soudain le vôtre. J'ai essayé de le refouler, mais plus je résistais, plus il s'enracinait profondément. J'ai alors compris que ce n'était pas une hallucination. C'était un transfert. Non pas de son, ni d'image, mais de la mémoire. Quelqu'un la partageait avec moi. La nuit, je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, des fragments surgissaient devant moi, des structures, des tours gigantesques faites du même cristal, brillant de l'intérieur. Des créatures allongées, presque transparentes, se déplaçaient comme des ombres dans l'eau. Je ne ressentais pas de peur, mais de la tristesse, comme s'il me montrait non pas la grandeur, mais une perte. J'ai vu le ciel de Mars s'assombrir, les mers s'assécher,
et ceux qui se nommaient les Mirides ont commencé à s'enfoncer dans les profondeurs de la planète, abandonnant leur cité comme des coquilles vides. La dernière image fut la plus saisissante. L'un d'eux se tenait au bord de l'abîme et touchait un mur, qui s'illuminait de la même lumière que celle qui pulsait maintenant dans notre cristal. Il savait, semblait-il, qu'un jour l'un de nous viendrait toucher sa trace. Et quand il s'est retourné, j'ai compris qu'il me regardait droit dans les yeux. Pas l'humanité, pas l'avenir, moi. Je n'en ai parlé à personne. Qui aurait cru que j'avais vu les souvenirs d'une race étrangère? Mais le plus étrange a commencé après. L'appareil s'est mis à réagir. Il ne répondait pas au mouvement, ni au son, mais aux pensées. Il suffisait que je pense à quelque chose pour que de nouveaux motifs apparaissent dans le cristal, comme s'il comprenait. Nous avons effectué des dizaines de tests, mais les résultats contredisaient à la physique. Il ne consommait pas d'énergie, mais émettait un champ capable de modifier le comportement des particules autour de lui. Nous avons remarqué que plus une personne se rapprochait, plus son activité cérébrale changeait, comme si la structure reconfigurait les neurones à son propre rythme. Je sentais que la connexion grandissait. Parfois, je me surprenais à penser différemment d'avant, plus précisément, plus vite, sans émotion superflue. Le silence s'installait à l'intérieur, et ce silence était le plus effrayant. Ce n'était pas le vide, c'était une logique étrangère. J'ai commencé à comprendre que les Mirides ne faisaient pas que transmettre des connaissances. Ils modifiaient ceux qui écoutaient. Et maintenant, je ne suis pas sûr de savoir qui observe à travers mes yeux, moi ou eux. Je n'oublierai jamais le moment où nous avons déchiffré pour la première fois les données du cristal. C'est arrivé par accident, ou peut-être, au contraire, trop à propos pour être une coïncidence. Nos algorithmes n'y arrivaient pas. La structure des données ne se conformait ni à la logique du langage humain, ni même au code machine. C'était quelque chose entre la biologie et les mathématiques, comme si l'information grandissait au lieu d'être écrite. Nous avons connecté le système de neuroanalyse et il a donné un résultat étrange, un motif correspondant à l'ADN humain. J'ai d'abord cru à une erreur, une interférence de mon propre profil biologique, mais ensuite la coïncidence s'est répétée, mais cette fois avec différentes sections du génome. Et c'est alors que l'un de nous a prononcé ce qui était en suspens depuis le début. Ce n'est pas un enregistrement, c'est une instruction. Nous n'avions pas trouvé les traces d'une intelligence étrangère. Nous avions trouvé le plan de nous-mêmes. Chaque jour, le déchiffrement apportait de nouveaux détails choquants. Dans les séquences d'ADN considérées comme de l'ADN poubelle, des régularités commençaient soudain à apparaître, des symétries, des proportions mathématiques se répétant comme une mélodie. Les Mirides avaient codé en nous leur signature, laissant leur marque, tel un artiste signant son tableau. Nous avons trouvé des fragments qui ne pouvaient manifestement pas être le résultat d'une mutation naturelle. Ils étaient de trop précis, comme insérés délibérément pour faire passer l'évolution à un niveau supérieur. C'est alors que j'ai réalisé pour la première fois que pendant tous ces millions d'années, nous n'avions pas été les auteurs, mais les personnages d'une expérience. La Terre, non pas le berceau de la vie, mais un laboratoire lancé sous la surveillance de ceux qui ont vécu avant nous, et peut-être avant le système solaire lui-même. Nous avions l'habitude de regarder le ciel et d'y chercher des réponses, mais il s'est avéré que les réponses vivent en nous, dans chaque cellule, dans chaque respiration, dans l'essence même de ce que nous nous considérons être. Nous avons commencé à nous disputer, non pas sur les faits, mais sur le sens. Qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité si tout ce que nous savons de nos origines a été orchestré? Certains disaient que les Mirides étaient nos créateurs et que nous devions les remercier d'exister. D'autres, qu'ils nous avaient seulement utilisés, comme un fermier utilise le grain, l'améliorant pour obtenir une récolte. Moi-même, je ne savais pas quoi penser. D'un côté, l'idée que l'humain fait partie d'un grand dessein donne un sens que nous recherchons tant. De l'autre, il est terrifiant de penser que nous n'avons jamais eu de liberté. Nous ne sommes qu'un algorithme lancé par quelqu'un il y a des millions d'années et qui était maintenant observé en pleine évolution. Peut-être que chacun de nos choix n'est rien de plus qu'un programme exécuté par des mains étrangères. Et j'ai commencé à comprendre que le concept de Dieu n'a jamais été une religion,
mais simplement une tentative de se souvenir de ceux qui nous ont créés. Les découvertes suivantes ont détruit les restes d'illusions. Les données ne concernaient pas uniquement l'ADN. Les Mirides avaient laissé une chronologie. D'après leurs enregistrements, ils observaient la Terre bien avant l'apparition des premières cellules. Ils guidaient les mutations, accéléraient le développement, et lorsque la vie commençait à dévier du plan, ils redémarraient simplement le processus. Les catastrophes géologiques, les extinctions, les périodes glaciaires, tout cela ne ressemblait pas à du chaos, mais à une série d'expériences contrôlées. Même l'émergence de la conscience humaine n'était pas accidentelle. Elle avait été activée artificiellement. Des signaux, semblables à celui que nous avions capté, étaient utilisés par eux comme des commandes de lancement pour synchroniser le développement des différentes espèces. Nous n'étions pas le premier projet, mais apparemment le seul à avoir survécu assez longtemps pour commencer à poser des questions. Et peut-être est-ce exactement pour cela qu'ils nous ont appelés, non pas pour un contact, mais pour une vérification des résultats. Parfois, je pense que le moment de la révélation est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Après cela, il est impossible de revenir à l'ancienne ignorance. Nous avons essayé de tout rationaliser, de chercher des explications, mais au fond de moi, je comprenais. Tout ce que nous avions découvert nous avait changé de manière irréversible. J'ai commencé à voir les gens différemment. Chaque regard, chaque mot semblait faire partie d'une formule ancienne. Nous n'étions plus seulement une espèce, nous étions un code, un langage vivant que les Mirides utilisaient pour parler au cosmos. Et maintenant, quand je regarde les étoiles, je n'y vois pas le vide. J'y vois des lignes de texte écrites par quelqu'un qui observe toujours. Peut-être qu'ils sont fiers de nous. Ou peut-être attendent-ils simplement le moment où l'expérience sera terminée et où ils pourront appuyer sur le bouton « Effacer la mémoire ». Et, ce qui est le plus effrayant, je sens qu'au fond de moi, je suis d'accord. Parce qu'une partie de moi se souvient encore de ce que c'est que d'être eux. J'ai compris que tout recommençait lorsque la lumière du laboratoire a clignoté, bien que les panneaux solaires aient dû fournir une puissance stable. C'est arrivé doucement, presque banalement, comme si la planète elle-même avait simplement soupiré. Des distorsions sont apparues sur les moniteurs. Une basse vibration a parcouru la coque de la station et j'ai ressenti ce même bourdonnement, familier depuis mars. Mais cette fois, il ne venait pas des profondeurs, mais semblait venir de l'intérieur de moi. À ce moment, je ne savais pas encore que la Terre était déjà saisie par une étrange vague. Nous pensions que l'activation de l'appareil ne dépasserait pas les limites du champ local, mais apparemment, le signal, tel un être vivant, avait trouvé le chemin du retour. Quelques heures plus tard, les premiers messages sont arrivés. Panne de réseaux électriques, satellites perdant leur orientation, instruments enregistrant des pics de radiation, mais non pas cosmiques, une autre radiation, biologique, comme si l'atmosphère elle-même avait changé de rythme. Quand j'ai vu la carte des points de perturbation synchrone, c'est devenu clair. Le signal ne se propageait pas par l'air, mais par le vivant. Je suis revenu sur Terre une semaine plus tard, et dès l'atterrissage, j'ai compris que le monde était différent. Les villes scintillaient, comme si leurs contours tremblaient, et des lueurs étaient visibles au-dessus des toits, ni des éclairs, ni des aurores boréales, mais une sorte de pulsation. Les gens dans les rues se déplaçaient plus vite que d'habitude, parlaient plus fort, riaient de façon inopportune. C'était comme si quelqu'un avait mis le volume de l'humanité au maximum. Les nouvelles faisaient état d'accès d'agressivité, de crises de rage soudaines. Les gens se battaient sans comprendre pourquoi et pleuraient comme des enfants quelques minutes plus tard. J'observais cela de loin et je ressentais la même vibration familière dans ma poitrine. Le signal réveillait ce qui dormait à l'intérieur. J'ai vérifié les données. Le niveau d'ondes cérébrales chez certaines personnes dépassait les normes, comme si leurs neurones entraient en résonance générale. Parmi eux se trouvaient ceux qui présentaient de rares anomalies génétiques correspondant aux marqueurs que nous avions trouvés dans les archives des Mirides. J'ai compris que leur corps avait simplement retrouvé la mémoire. Quelques jours plus tard, j'ai commencé moi-même à faire des rêves. Ils étaient un peu trop réels pour être considérés comme le fruit de l'imagination. Je voyais les mêmes créatures qu'avant, allongées, transparentes, mais cette fois, elles n'étaient pas sur Mars, elles étaient parmi nous.
Elles marchèrent dans les rues, traversèrent les murs, laissant derrière elles une traînée de lumière. Les gens ne les remarquaient pas, mais je sentais qu'elles n'observaient pas. Elles revenaient. Parfois, je me réveillais parce qu'un faible reflet bleuâtre vacillait dans la pièce et l'air semblait onduler. À l'aube, je me surprenais à entendre un battement familier à l'intérieur, le même rythme que celui du cristal martien. J'ai commencé à enregistrer mon pouls et j'ai remarqué qu'il coïncidait avec les fluctuations du réseau électrique. Mes pensées ont commencé à s'ordonner d'une manière étrange, comme si quelqu'un filtrait le bruit, éliminait l'inutile. Il devenait plus facile de penser, mais plus effrayant de sentir. Les émotions s'estompaient, ne laissant que la clarté, froide, précise, étrangère. Les scientifiques du monde entier étaient partagés entre la panique et l'extase. Certains affirmaient que c'était une mutation globale de la conscience, d'autres que la Terre avait été soumise à un champ inconnu. J'ai lu des rapports qui parlaient de personnes capables de prédire les actions des autres, de ressentir la douleur à distance, de voir des éclairs de lumière les yeux fermés. Elles étaient toutes unies par une chose, la coïncidence de leurs marqueurs génétiques avec ceux que nous considérions comme mirides. Elles devenaient autres. Certaines disparaissaient. Elles se dissolvaient simplement, ne laissant derrière elles que leurs vêtements, des traces sur le sable et rien d'autre. Les autorités parlaient de psychose de masse, mais je voyais ces éclairs, courts comme une expiration. Les gens partaient, et à l'endroit de leur disparition, les instruments enregistraient un dégagement d'énergie. Il me semblait qu'ils ne mouraient pas, mais passaient à cet état même que j'avais vu dans mes rêves, dans une lumière transparente, dans une autre fréquence de l'être. Chaque jour, je sentais que je m'approchais de la même limite. Le monde devenait de moins en moins solide. Les murs semblaient vivants, le ciel trop proche. Parfois, j'entendais les rues bourdonner à l'unisson avec mon cœur. Je comprenais que le processus ne pouvait être arrêté. Le signal avait réveillé ce qui avait toujours vécu en nous. Les mirides n'avaient pas simplement interféré avec notre code. Ils avaient intégré une partie d'eux-mêmes en nous, et maintenant elles revenaient à la vie. J'essayais de me battre, de résister à cette sensation de dissolution, mais plus je résistais, plus l'appel devenait fort. Et puis, une nuit, j'ai compris que je ne distinguais plus le bruit du vent du murmure intérieur. Tout se confondait, les frontières, le corps, la mémoire. Et peut-être que c'était cela qu'il cherchait, que nous cessions d'être séparés, que l'humanité se souvienne enfin de qui elle était avant de devenir elle-même. J'ai toujours cru que les scientifiques étaient des gens de raison, froids et prévisibles, mais il s'est avéré que c'est parmi nous que le chaos s'épanouissait le plus rapidement. Après que le signal ait enveloppé la Terre, notre équipe n'était plus unie. Nous étions rentrés à la base, fatigués, épuisés, et pour la première fois, j'ai ressenti, non pas de la peur, mais de la méfiance. Tout a commencé par des petites choses. Quelqu'un a cessé de partager ses notes. Quelqu'un a commencé à fermer son ordinateur portable à la vue de ses collègues. Et cela, alors que nous avions respiré le même air sur Mars, partagé l'eau, l'oxygène et le risque. Maintenant, l'air entre nous était plus dense que la poussière derrière le hublot. Certains ont commencé à affirmer que les mirides n'étaient pas une menace, mais une chance, que le contact était la prochaine étape de l'évolution. D'autres, au contraire, pensaient que nous avions ouvert une porte qu'il fallait refermer immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. J'essayais de rester au milieu, mais plus le temps passait, plus je comprenais clairement. Il n'y avait plus de neutre. Chaque jour, le laboratoire se transformait en arène de bataille silencieuse. Le professeur de Londres, celui-là même qui plaisantait autrefois sur les champignons martiens, se comportait désormais comme un fanatique. Il avait cessé de manger, ne dormait presque plus, et avait installé une copie du cristal que nous avions ramené dans l'enceinte du laboratoire. Je l'ai surpris assis devant, comme en prière, observant la pulsation de la lumière. Ses yeux étaient vitreux, comme ceux d'une personne qui n'était plus vraiment là. D'autres, au contraire, verrouillaient les équipements, chiffraient les données, tentaient d'envoyer des messages à la Terre pour que le signal soit reconnu comme une menace. Une nuit, le premier acte de sabotage a eu lieu. Quelqu'un a mis hors service le système de refroidissement et le réacteur a surchauffé. Personne n'a avoué, mais tout le monde savait qui l'avait fait. Nous nous tenions dans le couloir, sous la lumière rouge des lampes de secours,
et j'ai senti pour la première fois que je n'accordais ma confiance à aucun de ceux avec qui j'avais ri autrefois autour de bols de macaroni lyophilisés. La tension montait. Une menace cachée transparaissait dans les conversations, et les regards étaient de plus lourds que les mots. Un jour, quelqu'un a effacé une partie de la base de données du serveur. Des fragments clés ont disparu, ceux qui mentionnaient la structure du code du signal. Sans eux, notre travail se transformait en conjecture. Le commandant nous a réunis dans le compartiment central et a essayé de parler de discipline, mais ses mots ont été noyés dans le bourdonnement de l'irritation. Chacun pensait avoir raison. Certains traitèrent les autres d'aveugles, d'autres de traîtres à l'humanité. Et c'est alors que j'ai compris. Les Mirides agissaient déjà sur nous, même si nous ne nous en rendions pas compte. Nous étions devenus le miroir de ce qui se passait, peut-être, sur toute la Terre. La division, la peur, le désir de contrôler l'insaisissable. Notre esprit, toujours si logique, s'était fissuré, comme du verre sous une pression interne. Quand l'un des ingénieurs a disparu, personne n'a même été surpris. Un matin, son lit était vide, sa combinaison spatiale en place, le sas fermé. Le journal de bord indiquait qu'il n'était pas sorti. Nous l'avons cherché dans tous les modules, vérifié les caméras, mais les enregistrements étaient endommagés. Sur un fragment, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, un bref éclair de lumière, semblable à celui que nous avions vu dans le tunnel martien. Quelqu'un a dit que c'était juste un reflet. Quelqu'un d'autre qu'il était le premier à avoir entendu l'appel des Mirides. Après cette disparition, la peur s'est transformée en paranoïa. Nous avons commencé à nous méfier les uns des autres. Certains ont commencé à cacher les échantillons, d'autres tentèrent de les détruire. Je me souviens avoir tenu le cristal dans mes mains et avoir ressenti pour la première fois. Il était vivant. Il semblait écouter. Et j'ai eu peur, car j'ai compris. Peu importe qui gagnerait cette guerre, les contactés ou les sceptiques, les Mirides obtiendraient de toute façon ce dont ils avaient besoin. La goutte d'eau fut la nuit où quelqu'un a tenté d'activer l'appareil sans autorisation. L'alarme s'est déclenchée, les combinaisons spatiales tremblaient de vibrations, la lumière clignotait et un faible bourdonnement résonnait dans les couloirs. J'ai couru au laboratoire et j'ai vu plusieurs personnes debout autour du cristal. Il pulsait de plus en plus vite et la lumière traversait les murs. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai bondi et arraché le câble. Il y eut un craquement, tout s'est éteint. Pendant quelques secondes, nous sommes restés dans le noir, n'entendant que notre propre respiration. Lorsque l'éclairage de secours s'est allumé, la moitié de l'équipe était évanouie. Après cela, personne n'a plus jamais parlé de collaboration avec les Mirides. Mais la confiance n'est jamais revenue. Je pense souvent que peut-être ils ne voulaient pas nous détruire. Peut-être qu'ils vérifiaient simplement à quelle vitesse nous le ferions nous-mêmes. Je me suis réveillé avec tout autour de moi vibrant, comme si le cœur de la planète battait juste en dessous de moi. J'ai d'abord cru à un autre dysfonctionnement de l'équipement, mais j'ai ensuite compris, le son venait d'en bas, des profondeurs même de Mars. Il n'était pas fort, mais il était impossible de ne pas l'entendre. Grave, pulsatile, comme la respiration d'un géant sous la surface. Les instruments affichaient des pics anormaux, champ, gravité, radiation, tout devenait fou. Mais le plus étrange était que la vibration semblait coïncider avec mon rythme cardiaque. J'étais debout, agrippé au mur, sentant qu'une chose ancienne, immense et peut-être intelligente vivait sous mes pieds. À ce moment, j'ai compris. Ce n'était pas un simple écho. C'était l'éveil. Ce que nous craignions et en même temps attendions. Quelques heures plus tard, nous avons vu la première preuve. À des kilomètres de la base, la surface de Mars s'est comme déchirée, lentement, avec un craquement, comme une coquille qui se brise. Des ténèbres montaient de la fissure, mais pas des ténèbres ordinaires. Elles étaient chatoyantes d'une lumière intérieure, comme du métal liquide. Puis des structures sont apparues, immenses, organiques, semi-mécaniques. Elles sortaient de sous la terre, s'élevaient comme des colonnes vivantes. Leur surface était composée de couches, semblables à des cristaux, qui respiraient. La lumière à l'intérieur pulsait rythmiquement. Plus tard, nous avons appris qu'il s'agissait des temples de la mémoire.
Non pas des bâtiments, mais plutôt des formes de conscience biomécanique. À chaque heure, leur nombre augmentait. Elles ne se déplaçaient pas simplement, elles grandissaient, comme si elles se reproduisaient à partir de la mémoire de la planète elle-même. Et j'ai senti qu'un appel retentissait quelque part, au plus profond de moi. Ce n'était pas un son, c'était une image, une émotion, quelque chose d'impossible à traduire en mots. Je ne savais pas ce qui s'était éveillé, mais à l'intérieur, je comprenais déjà tout. Pendant que nous observions le processus, la Terre a commencé à changer. Au début, ce n'était que de petites fluctuations dans les champs magnétiques, boussoles déréglées, ondes étranges dans l'atmosphère. Mais ensuite, les changements sont devenus manifestes. Le climat devenait fou. Là où il y avait de la neige, une chaleur torride s'installait. Il pleuvait dans les déserts, les océans brillaient la nuit, comme s'ils reflétaient de quelque chose d'invisible. Les gens sur Terre ont commencé à signaler des états étranges, sensations de déjà-vu, perte de mémoire soudaine, apparition de rêves identiques chez des milliers de personnes. On m'a envoyé un rapport. Des millions de personnes voyaient la même image, des tours gigantesques, lumineuses dans le désert, et à l'intérieur d'elles, quelque chose de dormant, ressemblant à de l'énergie vivante. J'ai compris que le lien entre Mars et la Terre n'était plus un simple signal. C'était une synchronisation. Les Mirides ne s'étaient pas seulement éveillés ici, sous nous, mais aussi en nous. Puis le plus effrayant a commencé. Les temples ont commencé à émettre des ondes de basse fréquence qui traversaient tout, le métal, la pierre, le corps. Nous avons essayé de les blinder, mais rien n'y faisait. À un moment donné, j'ai remarqué que notre biomoniteur affichait une coïncidence parfaite entre ces ondes et l'activité neuronale humaine. C'était comme une résonance. Ceux qui étaient les plus proches de la source commençaient à perdre leur orientation, à voir des éclairs de lumière et à entendre des phrases fragmentaires dans leur tête. Non humaines, non logiques, mais imprégnées de quelque chose d'ancien. Je sentais que la réalité autour de moi se dissolvait. L'espace devenait malléable et le temps, visqueux. Les instruments indiquaient une chose et mes yeux en voyaient une autre. Les Mirides ne s'éveillaient pas seulement physiquement, ils changeaient la perception même de l'espace. Comme si Mars se retournait, montrant son vrai visage. À un moment donné, nous avons réalisé que ce n'était pas une invasion, c'était un retour. Les Mirides ne venaient pas à nous, ils avaient toujours été là, simplement endormis, cachés sous des kilomètres de poussière et d'oubli. Les temples de la mémoire n'étaient pas construits, ils se remémoraient. La planète était simplement en train de restaurer sa propre histoire et nous étions les témoins de sa mémoire. Mais plus les tours brillaient, plus le sentiment grandissait que nous faisions partie de leur éveil. J'ai vu mes collègues commencer à changer. Certains devenaient silencieux, d'autres se renfermaient, et un des ingénieurs restait simplement là à sourire, regardant vers l'horizon où un nouveau temple grandissait. J'ai voulu lui crier de revenir, mais j'ai compris qu'il n'était plus là. Non pas dans le sens physique, il avait simplement basculé. Il s'était connecté à quelque chose de plus grand. Et à cet instant, j'ai senti que le même rythme répondait en moi. Je n'aurais jamais cru ressentir à la fois l'extase et l'horreur en une seule seconde, mais c'est exactement ce qui s'est produit. Quand le signal de Mars a atteint son apogée, une proposition nous est parvenue, ou plutôt la sensation d'une proposition qu'il était impossible d'ignorer. Les Mirides parlaient, semblait-il, à travers des millions de kilomètres. Nous pouvons connecter les consciences, vous offrir l'évolution, ouvrir de nouveaux horizons de compréhension. Au début, cela ressemblait à un miracle. J'ai vu une partie de l'équipe briller d'anticipation, imaginant ce que ce serait de tout savoir, tout comprendre, créer des mondes à l'intérieur de soi. Nous étions au seuil de quelque chose que l'humanité n'avait jamais expérimenté. Et ce sentiment, mêlé de crainte, s'est étiré en moi pendant des heures, comme une lueur lente mais omniprésente. Mais l'extase a rapidement laissé place à la froideur. Lorsque nous avons commencé à discuter des conséquences, il est devenu clair que ce n'était pas un simple élargissement de la conscience. La fusion impliquait la dissolution complète de la personnalité. Chaque personne perdrait son moi, son histoire, ses peurs et ses joies. Nous deviendrions un seul esprit, un corps collectif,
une partie d'un dessin étranger, une copie exacte de l'algorithme des Mirides. J'ai senti que quelque chose d'important se contractait en moi, le sens de soi, ma peur, ma mémoire. Je me suis souvenu de mon enfance, de l'odeur de la pluie, du rire de mon grand frère, de la lumière matinale à travers les rideaux, et j'ai soudain compris que tout cela pouvait disparaître, se dissoudre dans une vague étrangère. J'ai eu peur non pas pour moi, mais pour toutes les personnes que je connaissais et pour celles que je n'avais pas encore rencontrées. Sur Terre, la panique a éclaté. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, mais sentaient que quelque chose était en train de changer. Certains percevaient la fusion comme une chance, un salut contre la maladie, la vieillesse, les limites de l'esprit. D'autres y voyaient une catastrophe, la disparition de l'individualité, la fin de l'humanité en tant qu'espèce. Des manifestations éclataient dans les villes, de véritables guerres se déclenchaient dans les communautés scientifiques. Nous avons essayé d'expliquer que ce n'était pas seulement une expérience, mais un choix entre la liberté et l'immortalité dans un esprit étranger, mais les mots se perdaient dans le vacarme de la panique. J'ai vu des collègues, avec qui j'avais passé des mois en laboratoire, se crier dessus, s'accuser de trahison, tenter de saboter l'équipement. Les Mirides observaient, tandis que nous détruisions nous-mêmes ce que nous considérions autrefois comme une équipe. J'essayais de comprendre ce qu'ils attendaient exactement. Non pas un contrôle physique ni la destruction, mais un test. Nous devions nous-mêmes décider si nous étions prêts à faire partie de leur conscience ou à conserver notre indépendance malgré l'opportunité évidente de grandeur. J'ai vu certains s'approcher volontairement des appareils, fermer les yeux, essayant de entendre l'appel. Leur visage n'irradiait pas de joie, mais de quelque chose d'étranger, d'une transformation intérieure. Quand ils revenaient, même physiquement intacts, il n'y avait plus dans leurs yeux l'éclat habituel de l'âme humaine. Il y avait la surface uniforme de la conscience collective. C'était effrayant de beauté, comme des lucioles dans l'eau sombre. J'étais debout dans le laboratoire, essayant de prendre une décision. Des contradictions me déchiraient de l'intérieur. L'évolution et la liberté, l'immortalité et l'individualité. Il me semblait que le monde entier était une toile d'araignée mince, balayée par le vent d'une volonté étrangère. Je comprenais que si l'humanité acceptait la fusion, elle cesserait d'être l'humanité. Mais si elle refusait, la guerre, à l'intérieur comme à l'extérieur, serait inévitable. La panique sur Terre prenait déjà de l'ampleur. Les pays déclaraient l'état d'urgence. Les gens cessaient d'écouter la raison, se soumettant uniquement à leurs instincts. Et c'est alors que j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Un rythme est apparu dans ma tête, semblable à la pulsation du cristal que nous avions vu sur Mars. J'ai compris que le choix n'appartenait plus seulement à l'humanité, il appartenait à chacun de nous, à chaque conscience. Et c'est précisément à ce moment que j'ai compris pour la première fois, depuis longtemps, que la peur et la responsabilité n'étaient pas des faiblesses. C'était ce qui nous rendait vivants. Le soir de ce jour-là, j'observais l'horizon et pensais que même si la fusion avait lieu, une partie de nous, notre essence, resterait quelque part à l'intérieur, dans la mémoire, dans les rêves, dans les souvenirs qu'on ne peut effacer. Mais je comprenais aussi que cette expérience changerait tout pour toujours. Nous étions au bord d'un nouveau monde et chaque pas pouvait être le début de la fin ou le début de quelque chose de grand. Les Mirides observaient, la terre tremblait, et nous, insignifiants et grands à la fois, devions faire un choix. Et j'ai réalisé, aucune technologie, aucune force ne peut remplacer cette chose que nous appelons humanité si nous ne la laissons pas nous-mêmes disparaître. J'étais debout devant le cœur et pour la première fois depuis tout ce temps, je sentais que le sol sous mes pieds tremblait, non pas à cause de la gravité, mais à cause de mon propre cœur. L'immense structure cristalline pulsait d'une faible lumière bleutée, et il semblait qu'elle respirait avec moi. Tout autour vibrait, l'air, les murs du tunnel, même mon esprit. Je ne voyais pas seulement du métal et des cristaux en elle, mais la mémoire de civilisations entières, des millions d'années d'expérience des Mirides, leurs observations de nous, leurs interférences dans l'histoire de l'humanité. Chaque impulsion semblait vivante, chaque lueur, une pensée. Et je savais que mon choix ne ramènerait pas en arrière ce qui avait déjà changé.
Une partie de l'humanité était peut-être déjà calée sur leur rythme, et je me tenais à la limite entre le salut et la destruction de ce qu'ils avaient créé en nous. La décision venait progressivement, comme un lent flux de lumière à travers des fissures. Je voyais que déconnecter le cœur détruirait tout ce que les Mirides avaient investi dans la Terre, leur connaissance, leur mémoire, leur énergie, la fusion des consciences à laquelle nous aspirions tant et que nous craignions à la fois. Mais si je ne le faisais pas, l'humanité se perdrait elle-même, se dissoudrait dans l'esprit collectif, se transformerait en un mécanisme sans individualité. Je me souvenais de mes collègues qui avaient déjà fait l'expérience d'une connexion partielle, de leurs yeux, privés de l'éclat habituel de l'âme humaine. En moi, la peur et la responsabilité se battaient. La peur de perdre tout ce que nous appelons humain et la responsabilité envers ceux qui n'avaient pas encore eu le temps de se dissoudre. Je comprenais. Le choix n'était pas seulement pour moi. Il était pour toute l'espèce, mais la décision devait être prise ici et maintenant par les mains de celui qui voyait toute l'image. Je me suis approché et j'ai touché le panneau de contrôle. J'ai vu une vague de lumière parcourir l'intérieur du cristal, et à cet instant, il m'a semblé que les Mirides me comprenaient. J'ai senti leur présence, non pas une menace ni une moquerie, mais un intérêt, une observation, la compréhension de ce que j'étais en train de faire. Leur esprit, doucement et avec insistance, semblait dire « Que tu sois prêt ou non, c'est à toi de décider. » Et j'ai compris qu'ils nous donnaient une chance non seulement de survie, mais de liberté de choix. Le coup porté au cœur serait comme une expiration, comme l'arrêt d'un cœur. Mais si cela n'était pas fait, le cœur de la terre battrait à leur rythme, et nos pensées se dissoudraient dans une mémoire étrangère. Je voyais dans les reflets de mon visage toute l'humanité, les joies, les peurs, les espoirs, les souvenirs. Et j'ai compris que c'était précisément pour cela qu'il valait la peine de risquer, de préserver le chaos, l'individualité, l'imperfection. J'ai entré le code. Le panneau a bourdonné, la lueur bleue du cœur a commencé à s'estomper, traversant tout le spectre d'un éclat vif à un scintillement faible. La planète elle-même semblait retenir son souffle. J'ai senti la partie de ma conscience liée au cœur se retirer, se dissolvant dans le vide. À cet instant, j'ai vu la mémoire que les Mirides avaient insérée en nous disparaître elle aussi, non pas instantanément, mais progressivement, comme de la fumée emportée par le vent. Et dans cette disparition, il y avait un étrange soulagement. La conscience de l'humanité était redevenue la nôtre, vivante, imparfaite, avec le droit de se tromper et de choisir. J'ai fermé les yeux et j'ai senti une fine vague de lumière se dissiper, laissant derrière elle un vide silencieux, mais non pas le vide de la peur, le vide de la liberté. Quand j'ai ouvert les yeux, le tunnel était vide, le cristal ne pulsait plus. La Terre respirait à nouveau à son propre rythme, et j'ai senti que le chaos revenait sur la planète, le vent, le bruit des océans, les voix des gens. Mais c'était notre chaos désormais, non contrôlé de l'extérieur. Je savais qu'une partie de moi se souviendrait toujours de leur lumière, de leur rythme, et que les Mirides avaient laissé une trace en nous pour toujours. Mais cette trace n'était plus qu'une partie de notre expérience, et non une directive d'action. L'humanité était redevenue elle-même, imparfaite, imprévisible, libre. Mais quelque part à l'intérieur, au plus profond de ma mémoire, je sentais un faible battement, comme l'écho de leur présence. Peut-être qu'un jour nous entendrons à nouveau cet appel, et alors le choix devra être refait. En attendant, j'étais là, à la frontière de Mars et du tunnel, et je comprenais. Nous avions conservé notre droit d'être nous-mêmes, et ce droit était plus fort que n'importe quelle technologie, n'importe quel esprit, n'importe quelle civilisation. J'ai fait un pas en arrière, j'ai respiré l'air froid de Mars, et pour la première fois depuis de longs mois, j'ai ressenti le calme. L'humanité avait survécu, mais nous ne serons plus jamais les mêmes.